Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérification des attestations fiscales et sociales des attributaires de contrats de la commande publique. C'est un sujet qui est important parce qu'effectivement, le Code de la commande publique définit un certain nombre de situations qui doivent entraîner l'exclusion des opérateurs économiques. C'est ce qu'on appelle les interdictions de soumissionner. Et parmi ces situations, l'article L2141-2 du Code de la commande publique prévoit que sont exclus de la procédure de passation les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent Code. Naturellement, une disposition similaire est prévue pour les contrats de concession dans la troisième partie du Code de la commande publique. Ainsi, un candidat qui ne serait pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales ne peut pas se voir attribuer un contrat de la commande publique. Cette obligation se comprend aisément puisque on imagine mal attribuer un contrat à quelqu'un qui n'est pas à jour de ses obligations fiscales et sociales, la commande publique étant ici utilisée, comme c'est souvent le cas, comme un levier pour essayer d'inciter les opérateurs économiques à respecter les obligations qui leur incombent en matière fiscale et sociale. Et la difficulté sur ce sujet, ça va être la vérification qui incombe aux acheteurs publics parce que les textes ne sont pas si aisés que ça à comprendre et il y a un certain nombre d'incertitudes encore dans les textes et un grand nombre de renvois à faire entre plusieurs textes. Pour vérifier la régularité d'un opérateur économique vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales, d'abord, on va se référer à la partie réglementaire du Code de la commande publique et plus précisément à l'article R2143-7 de la commande publique qui se contente simplement d'indiquer qu'on accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents et renvoie à un arrêté pour connaître le détail des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à la délivrance d'un tel certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents. Il y a également toujours une disposition similaire pour les contrats de concession. Et donc l'arrêté en question, qui est le même pour les marchés publics et les contrats de concession, c'est l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique qui va préciser les pièces à fournir. Et donc cet arrêté, il fixe un certain nombre de certificats à fournir par les candidats qui veulent se voir attribuer un contrat de la commande publique. Mais malheureusement, cet arrêté il ne règle pas toutes les questions puisque notamment il ne fixe pas les règles de durée de validité des certificats, ce qui est un point important puisque naturellement ces certificats ne sont pas valables ad vitam aeternam. Alors, premièrement, arrêtons-nous un petit peu sur les certificats en matière fiscale. Pour les obligations fiscales, l'arrêté dont on vient de parler nous précise à l'article 1er que les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance d'un certificat sont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Et l'arrêté se contente de dire que le certificat attestant la souscription des déclarations et des paiements correspondant aux impôts susvisés est délivré par l'administration fiscale dont relève le demandeur. Et c'est tout ce qu'on a dans l'arrêté. On n'a pas plus de précision sur le format de ce certificat, sa durée de validité. Voilà. Donc on est obligé dans un second temps de se tourner vers l'administration fiscale et plutôt vers sa doctrine. Et sur ce sujet, au moment de la réforme de la commande publique en 2016, quand on a supprimé le NOTI 2, il y a eu un petit temps de flottement avec pas d'indication de l'administration fiscale. Finalement, l'administration fiscale, dans son bulletin officiel des finances publiques impôts, le BOFIP, est venue nous donner quelques indications sur cette attestation qu'on appelle l'attestation de régularité fiscale. Plus précisément, au sein du BOFIP, qu'est-ce qu'il est indiqué ? Il est indiqué que l'attestation de régularité fiscale peut être obtenue tout au long de l'année et que suite à la réforme des marchés publics, l'appréciation de la situation de l'entreprise se fait au plus près du jour de la demande et non plus au 31 décembre de l'année N-1, donc l'attestation n'est plus valable une année entière. Et ensuite, on nous précise qu'en pratique, la situation est appréciée au dernier jour du mois précédant la demande de délivrance de l'attestation. Donc si on suit la doctrine de l'administration fiscale, qui est celle qui délivre le certificat à vérifier, la durée de validité d'une attestation de régularité fiscale est désormais au maximum d'1 mois. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour un certain nombre d'entreprises, la TVA est acquittée mensuellement. Et du coup, si on vérifie pas mois par mois, on n'est pas sûr que l'entreprise soit à jour en matière de TVA.
La difficulté là-dessus, c'est que toujours, on a parfois des jurisprudences qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'on retrouve dans le BOFIP, qui certes est opposable à l'administration fiscale, mais le juge administratif n'est pas tenu par son contenu. Et on a 2 tribunaux administratifs relativement récents pour un des deux, et un petit peu plus ancien qui est daté d'avant le BOFIP. Et donc on a notamment celui le tribunal administratif de Guadeloupe en 2023, qui est venu nous préciser qu'aucune disposition du Code de la commande publique, ni de l'arrêté du 22 mars 2019 auquel renvoie ce code, ou du règlement de la consultation, n'impose une durée de validité des certificats attestant la souscription des déclarations et paiements délivrés par l'administration fiscale. Donc selon le juge des référés, puisque c'était une espèce en matière de référé précontractuel, il n'y a pas de délai de validité d'1 mois pour le certificat de régularité fiscale. Mais le Théâtre Guadeloupe ne dit pas plus non plus quelle serait la durée maximale. Et puis, comme toujours, c'est ce qui rend parfois notre métier intéressant, mais qui amène aussi à se poser beaucoup de questions. Et là, en l'occurrence, pour les acheteurs publics, c'est un vrai casse-tête, puisqu'on n'a aujourd'hui pas la solution. On a un autre tribunal administratif qui est venu nous dire au contraire, le tribunal administratif cet été, le 17 août 2023, qui est venu nous dire au contraire que si l'attestation de régularité fiscale doit dater au maximum d'1 mois, et que si le certificat de régularité fiscale est plus ancien, alors le certificat n'est pas valide. Alors il faut préciser quand même que c'est une espèce un petit peu particulière, puisque dans cette espèce, contrairement aux 2 autres tribunaux administratifs dont on a parlé juste avant, le règlement de la consultation, en l'espèce, précisait explicitement que le délai de validité du certificat de régularité fiscale devait être au maximum d'1 mois. Voilà. Mais on ne peut pas savoir ce qu'il en aurait été s'il n'y avait pas eu cette mention dans le règlement de la consultation. Donc, en l'état actuel du droit, vous voyez bien, entre la doctrine fiscale, les jurisprudences de tribunaux administratifs qui ne sont pas toutes d'accord, on n'a aujourd'hui pas de jurisprudence d'une cour administrative d'appel et encore moins du Conseil d'État. On a une vraie incertitude sur la durée de validité de l'attestation de régularité fiscale. Et c'est pas un sujet qui est neutre, parce que les acheteurs, ils sont face à un dilemme, et nous aussi avocats, quand on doit faire ce travail de vérification pour le compte de nos clients, puisque vous avez le choix d'une part entre demander une attestation datant de moins d'1 mois, au risque éventuellement que le candidat ne vous le transmette pas, ne vous transmette pas cette attestation, et de devoir l'éliminer, et que peut-être il conteste cette élimination en disant que ce délai d'1 mois qu'on a fixé, il ne relève d'aucun texte précis, aucun texte contraignant. Et au contraire, l'autre situation, ça serait d'accepter une attestation datant de plus d'1 mois, et au risque que l'attribution soit par la suite contestée pour ce motif, et peut-être de retenir un candidat qui ne serait pas à jour, notamment de ses obligations en matière de TVA. Donc c'est vraiment une situation qui, aujourd'hui, n'a pas forcément de solution idéale. Un petit point que je voulais également préciser en matière d'attestation de régularité fiscale, qui n'est pas forcément connu de tous les acheteurs, c'est la situation des sociétés filles. Dans certains cas, vous avez des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés filles, c'est quand il y a une filiale. Dans ces cas-là, la société filiale doit fournir 2 attestations. L'attestation, sa propre attestation de régularité fiscale, et également celle de la société mère, puisque certains impôts sont acquittés par la société mère. Donc attention aux acheteurs, quand vous faites cette vérification pour une société fille, il faut 2 attestations et non une seule. Et là-dessus, ça c'est pas indiqué dans les textes, mais heureusement c'est quand même indiqué sur le certificat de la société fille, puisque dessus, vous le regarderez, il y aura une mention en bas où il y aura marqué « Cette société est une société fille ». Elle doit donc transmettre l'attestation de régularité fiscale de la société mère pour prouver qu'elle est à jour de ses obligations fiscales. Alors, continuons un petit peu notre sujet des attestations fiscales et sociales avec le certificat en matière sociale. Et là, j'aimerais bien vous dire que les choses sont plus simples, mais il y a également là-dessus des petites pièges et subtilités avec lesquelles les acheteurs doivent composer et qui ne sont pas indiquées dans le Code de la commande publique ou dans l'arrêté dont on a parlé et qui nécessitent de manipuler plusieurs textes. Donc, je vais essayer de vous résumer un petit peu les obligations en la matière. Alors, pour justifier du respect des obligations sociales, les attributaires de contrats de la commande publique, ils doivent fournir l'attestation mentionnée à l'article L243-15 du Code de la sécurité sociale. Là, toujours l'arrêté en matière d'attestation et de certificat pour fournir, pour se voir attribuer un contrat de la commande publique, ne précise pas la durée de validité de ce certificat, mais heureusement, avec différents renvois, et notamment on allait voir le Code de la sécurité sociale,
on déduit que cette attestation doit dater de moins de 6 mois. Et là, heureusement, c'est marqué dans un code, donc on n'aura pas tous ces sujets de jurisprudence qui sont pas d'accord sur sa durée de validité. Autre vérification, outre cette durée de validité qu'on doit faire, c'est vérifier l'authenticité de l'attestation, et pour ça, il faut utiliser le code qui est sur l'attestation. Donc généralement, hein, c'est l'URSSAF qui délivre ce certificat. C'est ce qu'on appelle l'attestation de régularité sociale. Et si vous allez voir, sur la gauche, vous avez un petit carré, et dans ce carré, vous avez un code. Et donc ce code, il faut en tant qu'acheteur s'en servir pour vérifier que l'attestation est bien valide. Et donc vous allez sur le site de l'URSSAF, vous vous mettez dans la rubrique correspondante, vous rentrez le code et ça va vous dire si l'attestation est bien valide, et c'est le candidat, on peut considérer qu'effectivement il est bien à jour de ses obligations sociales. Donc il ne faut pas se contenter simplement du certificat, il faut vérifier s'il date bien de moins de 6 mois et aller vérifier son authenticité grâce à ce code. Donc il y a vraiment plusieurs travail à faire et qui n'est pas toujours connu de tous les acheteurs publics, malheureusement. Autre petite précision, il faut savoir que pour les professions libérales, l'arrêté dont on a parlé tout à l'heure nous précise que l'attestation de régularité sociale est également délivrée pour les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès. Autre petite subtilité, et c'est pour ça qu'on a essayé de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de petites choses à savoir qui s'accumulent. Si l'attributaire de votre contrat de la commande publique, il exerce une ou plusieurs activités en matière de travaux publics et de bâtiments, attention, vous devez également lui réclamer qu'il fournisse le certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent ce qui est service des congés payés et chômage intempéries. Et malheureusement, concernant ce certificat, une nouvelle fois, aucun texte ne nous dit quelle est sa durée de validité. En jurisprudence, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas non plus de réponse. Donc on a là aussi une incertitude qui n'est pas très souhaitable. Donc voilà un petit peu l'état des pièces à transmettre et l'état des vérifications à faire concernant les obligations sociales et les obligations fiscales. J'aimerais bien vous dire qu'on s'arrête là avec les subtilités, mais on a une jurisprudence récente du Conseil d'État dont j'aimerais vous toucher un mot, parce qu'elle est assez souple sur des points, et en même temps, il nous crée une petite incertitude sur le moment de transmission de ces attestations. Puisque classiquement, avant, on disait que ces attestations, elles devaient être transmises avant l'attribution du contrat de la commande publique. Et donc, on disait que, notamment, avant l'envoi des lettres dérogées, il était recommandé effectivement d'avoir ces certificats. Mais très récemment, le Conseil d'État, dans une décision du 26 octobre 2023, commune de Strasbourg, il est venu nous préciser que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. À défaut, son offre doit être rejetée, et dans ce cas-là, on retient effectivement le candidat classé second. Donc là, la seule limite temporelle que nous fixe le Conseil d'État, c'est la signature du marché. Sachant que dans cette espèce, il y avait dans le règlement de la consultation une date limite. Il y avait marqué qu'effectivement les candidats devaient remettre dans un délai de 8 jours ou quelque chose comme ça. Et malgré cela, le Conseil d'État a dit c'est pas grave ce qui est écrit dans le règlement de la consultation, vous pouvez aller au-delà. Ce qui compte, c'est d'avoir les attestations avant la signature du contrat. Et donc, on peut tout à fait comprendre cette obligation, puisque de toute façon, le but, c'est que les candidats soient à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Donc, qu'on vérifie au moment de l'attribution ou juste avant les signatures, du moment que le candidat, in fine, est à jour de ses obligations fiscales et sociales, finalement, on pourrait se dire que ça change pas grand-chose. Mais ça soulève quand même quelques interrogations, notamment quand on se réfère à l'article R2144-7 de la commande publique, puisque qu'est-ce que nous dit cet article ? Il nous dit que si un candidat ne peut pas produire dans le délai imparti par l'acheteur les attestations fiscales et sociales sollicitées, sa candidature est alors déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Et on nous précise ensuite que dans une telle hypothèse, c'est le candidat ou le soumissionnaire qui a été classé deuxième qui est sollicité pour produire les documents nécessaires. Or là, vous voyez, il peut y avoir possiblement une incohérence, enfin en tout cas une incompatibilité entre la jurisprudence du Conseil d'État et le Code de la commande publique, puisque le Conseil d'État, il nous dit tant pis, on s'en fiche du délai qui a été fixé dans le règlement de la consultation, et d'un autre côté, cet article du Code de la commande publique, il nous dit que c'est seulement si le candidat n'a pas fourni dans le délai fixé qu'on peut passer au second. Donc effectivement, on peut se demander dans cette situation, au bout de combien de temps les acheteurs sont-ils fondés à écarter un candidat qui ne fournirait pas les attestations demandées et de solliciter alors le candidat classé en seconde position. Parce qu'effectivement, quand on est acheteur public, on ne va pas attendre éternellement. À un moment, on a besoin effectivement de savoir à partir de quand on est en droit de passer au candidat second. Là au-dessus, la question reste aujourd'hui en suspens.
Enfin, notons, même si on n'a pas eu le temps d'aborder en détail ces questions dans la présente vidéo, que se posent aussi des questions relatives aux attestations des sous-traitants. Alors pas des questions spécifiques, mais il faut savoir que les sous-traitants doivent fournir les mêmes attestations que les attributaires. Donc effectivement, les questions qui sont valables sur la validité des certificats pour les attributaires, elles sont également valables pour les sous-traitants. Et puis du coup, elles vont se poser au stade de la passation, mais également au stade de l'exécution, puisqu'on peut déclarer des sous-traitants tout au long de l'exécution d'un contrat de la commande publique. Et puis également se posent aussi des questions concernant les interdictions de soumissionner, notamment en cas de condamnation pénale, puisque à court terme, le droit écrit est plutôt défavorable aux opérateurs économiques, mais sur le terrain, les praticiens se rendent déjà compte qu'on a une interprétation très souple du droit par le juge européen, notamment la CJUE l'a jugé le 11 juin 2020 ou le Conseil d'État par sa décision du 12 octobre 2020. Donc effectivement, prudence sur ces sujets. Et donc pour conclure un petit peu sur ce sujet, j'ai essayé de vous démontrer que sur le sujet de la vérification des attestations fiscales et sociales lors de l'attribution de contrat de la commande publique, il y a un grand nombre de subtilités et aussi quelques zones d'incertitude où malheureusement on n'a pas forcément la réponse aujourd'hui. Et moi, mon souhait, si je peux en formuler un, ça serait soit que tout soit résumé plus clairement dans les textes, plutôt que d'éviter de nombreux renvois et de fixer surtout les délais de validité des attestations fiscales et sociales quand ce n'est pas le cas par les textes. Ou peut-être d'avoir une fiche de la direction des affaires juridiques de Bercy. On connaît tous les praticiens, ces fiches qui sont très bien faites. Malheureusement, sur ce sujet, on n'a pas de fiche de la DAJ. Peut-être parce que justement les choses ne sont pas simples ou ne sont pas toutes fixées et qu'ils n'ont pas forcément envie de le mettre en lumière. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet pour aider les acheteurs. Et je trouve que c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu, vous servir d'aide dans votre travail quotidien quand vous vérifiez les attestations fiscales et sociales. Et en attendant, je vous invite quand même à la prudence et à suivre les actualités puisque, à mon avis, on aura encore des nouvelles jurisprudences sur les sujets dans les mois ou années à venir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés.